Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal sur Lumière du Monde Télévision. À la une ce soir, plusieurs ambassades, dont celle de la France, ont été prises pour cible par des manifestants mardi à Kinshasa. Ils dénoncent l'inaction de la communauté internationale face au conflit qui fait rage dans l'est du pays. Le ministre français Jean-Noël Barrot a dénoncé des attaques inadmissibles. Après une journée de confusion, le mardi 28 janvier aux États-Unis, une juge fédérale a décidé de suspendre le gel de plusieurs milliards de dollars d'aide publique décidée par Donald Trump, l'opposition démocrate dénonçant un braquage du républicain qui multiplie les annonces fracassantes. Et puis en religion, nous recevrons en fin de journal le pasteur Emmanuel Avril, pasteur principal de l'église évangélique de Bordeaux République et secrétaire général de la pastorale de la région Aquitaine des Assemblées de Dieu de France. Avec notre invité, nous parlerons de l'éthique pastorale. Encore une fois, bonsoir et soyez les bienvenus. Plusieurs ambassades, dont celle de la France, ont été prises pour cible par des manifestants hier mardi à Kinshasa. Ils dénoncent l'inaction de la communauté internationale face au conflit qui fait rage dans l'est du pays. Le ministre français Jean-Noël Barrot a dénoncé des attaques inadmissibles. Tension extrême devant l'ambassade de France ce matin. Elle vient d'être prise d'assaut violemment par des centaines de manifestants. Le mur d'enceinte brûle. Le personnel de l'ambassade reste confiné à l'intérieur. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, dénonce immédiatement cette attaque inadmissible. Au même moment, d'autres ambassades sont également ciblées et saccagées. Celles des États-Unis, de la Belgique, du Rwanda. Aucune force de sécurité ne semble s'opposer à ces manifestants survoltés qui fustigent l'inaction des puissances occidentales dans un conflit. Fuyant les combats à Goma, des Congolais ont choisi de traverser la frontière pour se rendre au Rwanda. Ils se retrouvent dans un centre d'accueil à une dizaine de kilomètres de la frontière. Les images. Par bus ou camion, parfois sous les bombes et les balles, ils sont des centaines à avoir afflué ces dernières heures dans ce camp situé de l'autre côté de la frontière, au Rwanda. Gisèle Libota Zaneza est l'une des premières arrivées. Ce mardi au petit matin, elle a quitté sa maison dans le centre de Goma avec ses 2 enfants, mais sans son mari qui ne voulait pas partir. Encore secouée, elle peine à témoigner. Là, j'habite, c'est en ville. On attendait que peut-être ça va terminer, ça va finir. C'est pourquoi on a résisté. Mais hier la nuit, c'est pas beaucoup, les bombes. Mais hier, toute la journée, il y avait des bombes. Avant-hier, la nuit. Et puis on a résisté, on a pensé que c'est comme avant, les bombes aujourd'hui. Mais Goma, c'est toujours comme ça. Mais les combats sont toujours en cours dans la grande ville de l'Est de la RDC, assaillie dimanche par les hommes du M23. Julius Africa travaillait non loin de l'aéroport de Goma où des affrontements ont eu lieu. Dans le chaos et la panique, il a perdu sa famille. Je suis ici avec ma nièce, il y a même mes voisins, mais ma famille, ma mère, mes frères, mes sœurs, je ne sais pas où ils sont maintenant. Comme lui, ils sont nombreux à guetter des proches dans le flot des nouveaux arrivants. Mardi, à la mi-journée, plus de 1200 personnes étaient arrivées dans ce camp ouvert dimanche par le gouvernement rwandais. Nous leur fournissons des services de base, de la sécurité, une assistance médicale, de la nourriture pour qu'ils se sentent bien ici. Ce site peut accueillir 12 000 personnes. Comme nous l'avons vu, nous installons des tentes, construisons des hangars au fur et à mesure que les gens arrivent. Des centaines de milliers de personnes tentent à l'heure actuelle de fuir la capitale du Nord Kivu. L'ONU réclame l'instauration de corridors humanitaires pour permettre l'évacuation des blessés et des civils pris au piège dans les zones de combat.
La vie suit difficilement son cours à Goma. Mardi, les combats sont devenus plus épars. Au même moment, les rebelles du M23 auraient pris, selon nos confrères de France 24, l'aéroport international ainsi que plusieurs quartiers. Un calme très relatif, l'occasion pour quelques habitants de sortir. Mardi à Goma, les combats sont devenus plus épars. La vie suit difficilement son cours dans des conditions très particulières. C'était un peu menaçant avec les coups de balles qu'on entendait, on a fait un peu peur. Alors on nous a coupé la connexion, donc on est coupé du monde. C'est un peu ça qu'on réclame, qu'on remet le courant et la connexion. Mais surtout, à part ça, ça va. Les tirs et les détonations se font de moins en moins entendre dans la capitale du Nord Kivu. Selon des civils, de nombreux corps sans vie jonchent le sol, notamment dans l'ouest de la ville. D'après des sources sécuritaires et humanitaires, les rebelles du M23, épaulés par des soldats rwandais, auraient pris l'aéroport international ainsi que plusieurs quartiers. Des échanges de tirs avec l'armée congolaise et ses alliés se poursuivent dans certains secteurs. Le conflit a fait l'objet d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la deuxième fois cette semaine. Depuis Goma, une responsable de la mission de l'ONU en RDC a alerté sur la situation humanitaire, vêtue d'un casque et d'un gilet pare-balles. Le niveau de souffrance qu'endure la population à Goma et dans ses environs est proprement inimaginable. Appuyons-nous sur notre humanité et faisons tout notre possible pour mettre fin immédiatement à de tels niveaux de violence et de souffrance. D'après les observateurs, les civils sont victimes de nombreuses exactions. Goma est privé d'eau et d'électricité, tandis que les hôpitaux ont le plus grand mal à faire face à l'afflux de blessés. L'une des grandes questions de la crise rwando-congolaise qui entrave la sécurité et fait des victimes dans l'est de la RDC est de savoir les motivations réelles du président rwandais Paul Kagame à soutenir les rebelles du M23. La question est au centre des débats, malgré les accusations répétées du Congo qui soutiennent l'accointance du président rwandais avec les rebelles du M23. Que veut Paul Kagame? C'est l'une des grandes questions autour du conflit en cours dans l'est de la RDC. Le dirigeant rwandais dément être derrière les rebelles du M23, même si les experts de l'ONU notamment accusent le Rwanda de les soutenir. Pour les chercheurs et observateurs du conflit, une des principales volontés du Rwanda est de se défendre contre une haine des Tutsis, une idéologie qui serait de plus en plus répandue. Le régime de Kigali, c'est un régime sécuritaire. Et c'est un régime sécuritaire qui est basé uniquement sur un fondement clair, c'est que plus jamais le Rwanda ne connaît ce qu'ils ont connu en 1994. Pour Kigali, cette idéologie des FDLR est en train de se répandre dans les autres groupes armés. Effectivement, quand vous entendez parler effectivement des autres groupes armés, qui sont relayés aussi par les hommes politiques congolais, la stigmatisation des Rwandais, puis quand on dit Rwandais, ça ne veut pas dire les Hutus rwandais, ça veut dire de manière très claire les Tutsis qui sont concernés quand on parle que vous êtes Rwandais. Pour Kigali, le combat serait donc d'abord identitaire. Ce chercheur se place dans l'argumentaire rwandais. Oui, on a été victime en 1994 de l'abandon de la communauté internationale. Il est impossible que nous, Tutsis, qu'on puisse essayer de fermer les yeux par rapport à ce qui se passe dans des pays voisins. Mais une des clés de cette guerre résiderait également dans l'appropriation des richesses minières de la région, avec notamment le coltan. Mais aussi et surtout la sécurisation des routes d'approvisionnement. La mine de Rubaya, ici illustrée par des images d'archives, est la plus grande de la région. Elle se situe à quelques kilomètres de Goma. Le M23 a revendiqué la prise de la région en avril 2024. Selon un groupe d'experts de l'ONU, au moins 120 tonnes par mois ont depuis été exportées vers le Rwanda. Cela représente un gain mensuel pour la coalition AFC M23 de 800 000 $ par mois. Cette masse d'argent permettrait de faire fonctionner une administration et de financer l'armement du M23 et ainsi, vu de Kigali, d'assurer la sécurité. Le risque humanitaire, lui, est élevé dans la région, avec des populations en fuite et des habitants des villages dans l'impossibilité de continuer leurs activités, leur unique source de revenus quotidiens. Le président congolais Félix Tshisekedi n'a pas répondu à l'invitation du Kenya à la rencontre virtuelle qui devrait se tenir ce mercredi avec son homologue rwandais Paul Kagame à l'effet de dénouer la nouvelle crise dans la région frontalière de Goma. Selon les services de la présidence congolaise, la rencontre a été annulée pour des raisons d'agenda du président Tshisekedi.
Toute autre chose à présent, à l'occasion de la journée internationale de commémoration de l'Holocauste, l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire a organisé le lundi 27 janvier une cérémonie en hommage aux victimes en présence d'autorités ecclésiastiques, ambassadeurs, ministres et amis. L'activité s'est tenue au Sofitel Ivoire à Abidjan, la capitale ivoirienne. Le compte-rendu de Franck Colbert commenté par Nami Siloué et Mati Kwame. Prière dite par le représentant du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, le frère Ezron Jude Cartagena. Minute de silence. Prière commémorative dite par le rabbin Yaramiel Ben Saïd. Rituel d'allumage de bougies et allocution. C'est dans ce décor de recueillement que l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire et ses partenaires ont commémoré la 80e journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste. La cérémonie a été marquée par plusieurs articulations, au nombre desquelles la projection d'un court-métrage retraçant la vie d'une Polonaise, Rachel Auerbach, d'une survivante de l'Holocauste du ghetto de Varsovie. Malgré le nombre d'années écoulées, des tristes événements de l'Holocauste, la mémoire collective est non seulement son souvenir, mais surtout avoir la dignité de mettre fin à la haine. Son Excellence, Madame Jessica Davis Ba, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire. Mais je crois que le message que l'ambassadeur d'Israël et moi-même nous avons dit, c'est que même si ça c'était il y a 80 années, il est toujours important aujourd'hui d'avoir la dignité de mettre fin à la haine et de vivre ensemble et de soutenir la paix. Au thème de la rencontre, Son Excellence Madame Roni Yedidia Klein, ambassadrice de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire, a dit l'importance que revêt la cérémonie de cette journée commémorative. Il est très important tout d'abord de se rappeler que 6 millions de Juifs aux côtés d'autres communautés ont été horriblement et atrocement assassinés pendant l'Holocauste. Ce fut quelque chose de tellement horrible qu'on ne peut jamais l'oublier, mais il semble que ces dernières années, les gens tendent à déformer cela et qu'ils oublient ce qui s'est passé pendant l'Holocauste. C'est donc notre travail de rappeler au monde que cela s'est produit et que nous devons empêcher que cela ne se reproduise. Nous devons veiller à ce que l'antisémitisme ne puisse plus montrer à nouveau son visage hideux, comme cela a été le cas de ces dernières années, comme cela s'est produit dans le monde entier, dans différentes villes du monde, où nous l'avons vu atteindre des proportions pandémiques. Nous devons faire en sorte que des atrocités comme celles qui ont eu lieu lors de l'Holocauste, le meurtre d'un si grand nombre d'âmes innocentes, ne puissent jamais plus se reproduire. C'est pourquoi nous devons organiser cette cérémonie chaque année et je remercie nos amis de la communauté diplomatique, je remercie nos amis de la communauté en général d'être venus nous soutenir dans cette entreprise. Depuis 2005, l'ONU rend hommage à la mémoire des victimes de l'Holocauste chaque 27 janvier, date anniversaire de la libération en 1945 du camp d'Auschwitz-Birkenau où plus d'1 million de personnes ont trouvé la mort, notamment dans des chambres à gaz. Ailleurs dans l'actualité, affaire Oussama El Masri Injim, du nom du responsable libyen accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. La première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé mardi être visée par une enquête après l'expulsion de Oussama El Masri, accusant la justice italienne de politiser leurs fonctions. Sur sa page Facebook, Giorgia Meloni prend les devants et annonce elle-même être inquiétée par la justice italienne qu'elle considère comme politisée. Le procureur de la République Francesco Luvoi, le même qui avait conduit le procès infructueux contre Matteo Salvini pour séquestration de personnes, vient de m'envoyer un avis de mise en examen pour complicité et détournement de fonds publics en relation avec le rapatriement du citoyen libyen Al-Masri. Arrêté la semaine dernière à Turin, ce haut responsable libyen est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale qui a émis un mandat d'arrêt contre lui.
Giorgia Meloni est suspectée d'avoir facilité son extradition pour ménager Tripoli, un partenaire stratégique dans sa lutte contre l'immigration illégale. La chef du gouvernement italien préfère ironiser et pointe plutôt du doigt la CPI. La Cour pénale internationale, après des mois de réflexion, émet un mandat d'arrêt international contre le chef de la police judiciaire de Tripoli. Curieusement, la Cour le fait justement au moment où cette personne s'apprêtait à entrer sur le territoire italien, après avoir séjourné tranquillement pendant environ 12 jours dans 3 autres pays européens. Au sein du gouvernement italien, les ministres de l'Intérieur et de la Justice font également l'objet d'une enquête, mais aucun n'envisage à ce stade de démissionner. Après une journée de confusion le mardi 28 janvier aux États-Unis, une juge fédérale a décidé de suspendre le gel de plusieurs milliards de dollars d'aide publique décidé par Donald Trump. L'opposition démocrate dénonçant un braquage du républicain qui multiplie les annonces fracassantes. C'est en quelque sorte l'effet papillon de la politique Trump. En quelques paragraphes, dans un mémo gouvernemental, son administration a soufflé lundi un immense imbroglio juridique sur le pays. En annonçant le gel des subventions fédérales, le gouvernement suspend le versement de plusieurs milliards de dollars, impactant directement le quotidien d'une partie importante de la population américaine. Nous parlons de dizaines de milliards de dollars, de l'argent qui sert à financer la recherche contre le cancer, les programmes de repas scolaires, les prêts étudiants. La réalité est que l'aide financière fédérale, l'argent fédéral, est présent dans presque toutes nos vies d'une manière ou d'une autre. Mais quelques minutes avant l'application mardi soir de cette décision, une juge a suspendu temporairement sa mise en œuvre, après la saisine de plusieurs procureurs de la Californie à l'État de New York, au motif que la question des subventions fédérales dépendait du Congrès et non de la Maison-Blanche. Ce n'est pas une question d'opposition, il s'agit de la Constitution et de l'État de droit. Et nous avons tous prêté serment d'obéir à la Constitution et de la défendre. Il est clair que ces actions sont arbitraires et capricieuses. Sur le plan politique, démocrates et républicains s'écharpent sur la question de la séparation des pouvoirs. Pour la majorité, il s'agit avant tout de respecter la promesse de campagne d'alléger les dépenses publiques jugées inutiles. Je pense qu'il n'est pas anormal qu'une administration suspende le financement et examine de près la manière dont ces programmes sont dépensés et dont ils interagissent avec de nombreux décrets présidentiels. Donald Trump a agi de manière irresponsable. Alors qu'il jouait au golf, il a plongé le pays dans une crise. Ce n'est pas audacieux, ce n'est pas du leadership. C'est stupide, c'est crétin, c'est puéril. La suspension de cette mesure sera à nouveau débattue par la justice le 3 février prochain. En religion, le Vatican, par le canal du souverain pontife, le pape François, s'inquiète de la situation en République démocratique du Congo avec la prise de Goma, la capitale du Nord Kivu, dont les conséquences sont pesantes pour la population, causant des morts et des milliers de déplacés. Le pape François appelle au retour de la paix dans la région. Le pape François a exprimé mercredi ses inquiétudes liées à l'évolution de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Cette déclaration intervient alors que les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont emparés d'une grande partie de Goma, plus grande ville de l'est du pays, y compris de son aéroport, selon les Nations Unies. J'exprime ma préoccupation face à l'aggravation de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. J'exhorte toutes les parties au conflit à s'engager à la cessation des hostilités et à la protection de la population civile de Goma et des autres zones touchées par les opérations militaires. Une grande partie de la ville assiégée de Goma était calme tôt mercredi matin après que des milliers d'habitants ont fui la ville la veille sous les attaques de missiles. Je suis également avec préoccupation ce qui se passe dans la capitale Kinshasa. Nous espérons que toutes les formes de violence contre les personnes et leurs biens cesseront le plus rapidement possible, tout en priant pour le prompt rétablissement de la paix et de la sécurité. J'invite les autorités locales et la communauté internationale à faire tous les efforts possibles pour résoudre le conflit par des moyens pacifiques. Le pape François fait référence aux attaques d'au moins 10 ambassades étrangères à Kinshasa, dont celle du Rwanda, de la Belgique, de la France et des États-Unis lundi par des manifestants.
Les agresseurs ont exigé que la communauté internationale condamne le Rwanda pour son rôle dans le conflit. Toujours en religion, nous recevons pour la 3e fois consécutive sur le plateau de votre journal le pasteur Emmanuel Avril, pasteur principal de l'église évangélique de Bordeaux République et secrétaire général de la pastorale de la région Aquitaine des Assemblées de Dieu de France pour notre dernier échange sur l'éthique pastorale. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, Dieu merci. Super. Aujourd'hui, nous vous recevons pour la dernière fois sur notre plateau. Bon, je ne dirais pas la dernière fois, mais pour parler pour la dernière fois du thème sur l'éthique pastorale. Hier, nous avons abordé un angle également très important, à savoir la crédibilité du serviteur de Dieu. Avant tout propos, pourriez-vous nous faire un rappel de ce dont nous avons échangé hier? Alors hier, on a vu tout ce qui favorise en fait la crédibilité du pasteur, c'est-à-dire ce niveau de confiance qu'il peut avoir avec sa communauté, les gens qui peuvent l'entourer, dans le cadre de l'exercice de son ministère. Voilà un peu pour résumer les grandes lignes. Donc il y a ce qui favorise et il y a ce qu'il va s'empêcher de faire pour éviter de tomber dans des pièges et donc de se décrédibiliser. En matière d'entrepreneuriat, nous avons l'habitude de qualifier le bon service d'une entreprise dans sa relation service-client. Il doit en être de même dans la relation du serviteur de Dieu avec son entourage, ses collègues, sa famille d'église. Quelle est donc la relation que le serviteur de Dieu devrait maintenir avec ces derniers? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse et qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'il fasse? Alors on va, sans être exhaustif, on va essayer de voir plusieurs points. D'abord, il doit considérer qu'il n'est pas en compétition avec ses collègues, mais il doit savoir qu'il sert dans la même église avec le grand E ou dans la même équipe, on pourrait dire. Il doit se protéger d'un esprit d'indépendance et également des jeux de pouvoir. Il doit accepter les conseils et les avis aussi des autres. Il ne doit pas considérer ses responsabilités ou celles qui lui sont confiées comme étant pour lui une quête de pouvoir, le menant toujours plus haut dans une hiérarchie. Il doit agir avec intégrité en recherchant à être irréprochable. Et puis, peut-être un dernier point, il doit honorer les mandats qui lui sont confiés, mais aussi doit savoir se retirer lorsque cela est nécessaire. Parlons justement de l'indépendance et des jeux de pouvoir. C'est quoi l'indépendance et les jeux de pouvoir parlant d'éthique pastorale? Alors l'indépendance, c'est vouloir s'isoler pour pouvoir faire ce que l'on veut. Or justement, le service auquel est appelé un serviteur de Dieu, ce n'est pas pour faire ce qu'il veut. C'est pour servir les intérêts de Dieu dans le cadre qu'on a déjà spécifié ensemble. Donc, rechercher l'indépendance, c'est forcément aller s'égarer, se mettre sur une voie d'erreur. Ensuite, ne pas chercher à user de jeux de pouvoir, c'est en fait ne pas se servir de son influence, de l'influence qu'on peut avoir de manière néfaste, comme par exemple si un projet naît dans une communauté à côté auquel on n'a pas pensé ou qui est fait avant que peut-être on aurait souhaité nous le faire et puis c'est un autre collègue qui le développe, eh bien c'est pas chercher à nuire à ce projet puisque l'important c'est qu'il soit fait. Donc on ne se sert pas de son influence pour essayer de casser quelque chose qui au final vient de Dieu. Et ça, ce n'est vraiment pas du tout intéressant dans la relation qu'il entretient avec son entourage. Le pasteur ne doit pas considérer les responsabilités qui lui sont confiées comme une quête de pouvoir, le menant toujours plus haut. Qu'est-ce que cela veut dire, pasteur? Alors, un serviteur de Dieu doit comprendre qu'il doit être à la place où il doit être, ni plus ni moins. Jésus a aussi bien servi dans les grandes villes que dans les villages. Oui. Il a aussi bien servi auprès des foules que d'une personne individuellement. Et donc, le serviteur de Dieu est au service de Dieu. Si pour un temps, il est dans une métropole prospère, eh bien, merci Seigneur. Mais si demain, Dieu l'appelle à aller peut-être à l'intérieur d'un pays ou dans un endroit un peu plus reculé pour implanter une œuvre, merci Seigneur aussi.
on ne doit pas viser forcément tout ce qui est le plus en termes de nombre, en termes de notoriété, en termes de tout ce qu'on peut brasser comme activité, mais on doit être là où on doit être. Et que ce soit dans une petite église, une grande église, un ministère peut-être un peu plus caché, ou alors plus en vue, peu importe. On doit être au service de Dieu et non pas au service de ses propres intérêts ou de des quêtes qu'on pourrait avoir à titre personnel. Être au service du Seigneur, qu'importe tout ce qu'on peut amasser sur cette terre. Pour maintenir de bonnes relations dans son ministère avec le peuple de Dieu, avec son entourage, un élément est capital, l'intégrité. Quelle est la définition de l'intégrité selon la Bible? Alors l'intégrité, c'est être honnête. C'est être honnête et garder une même ligne de conduite, c'est-à-dire ne pas être versatile, ce qu'on pourrait dire être droit, en fait. Donc, c'est vraiment avoir un cœur qui est dévoué, honnête envers le Seigneur, et puis ne pas dévier, en fait, de ce qui est bon et juste. Donc, ça, de cette manière, on développe ce qu'on appelle l'intégrité de cœur. Et justement, comment reconnaître qu'un pasteur est intègre, irréprochable dans ses voies? Alors, on reconnaît le fruit à son arbre, tout simplement. Et donc, il y a la notion de temps qui rentre en jeu à ce moment-là. Parfois, à court terme, il peut y avoir ce qu'on appelle un succès apparent. Mais la vraie trace qu'on laisse, c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire qu'après le passage d'un serviteur de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les fruits qui restent, qui demeurent dans la vie des personnes? Est-ce que tout tournait autour de sa personne ou est-ce qu'il a vraiment construit quelque chose dans la vie des gens? Et ça, c'est important, c'est le fruit qui reste après le passage de quelqu'un. Est-il possible de trouver un serviteur de Dieu irréprochable? Est-il possible? Alors, irréprochable dans le sens parfait, ça n'existe pas, ou quelqu'un qui n'a jamais fait la moindre erreur, ça n'existe pas. Par contre, irréprochable dans le sens biblique, ça veut dire qu'il ne soit pas pris dans une faute, on pourrait dire dans une faute grave. Voilà, l'imperfection, tout le monde la comprend. Mais par contre, qu'il ne soit pas pris la main dans le panier dans quelque chose qui serait honteux, par exemple, dans des mauvaises affaires, ou, comme on l'a déjà vu sur ce plateau, dans quelqu'un qui par exemple, qui exerce mal la justice ou quelque chose comme ça. Donc, c'est possible d'être irréprochable dans ce sens-là, mais dans le sens de perfection, c'est pas possible. Pasteur Avril, nous arrivons au terme de notre entretien. Votre mot de fin? Il doit vraiment considérer à la fois sa famille d'église, considérer qu'elle est importante et qu'elle est pour lui un autorégulateur, c'est-à-dire que la communion avec ses collègues doit l'aider aussi à se repositionner à titre personnel, d'où l'importance d'avoir une famille spirituelle et de considérer sa famille spirituelle. Merci, Pasteur Avril, d'avoir développé avec nous le thème sur l'éthique pastorale. Vraiment, ce fut un plaisir. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le pasteur principal de l'Église évangélique de Bordeaux République et le secrétaire général de la pastorale de la région Aquitaine des Assemblées de Dieu de France. Merci encore, Pasteur, et à très bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce temps d'information préparé par l'ensemble de la rédaction de Lumière du Monde Télévision. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.